Bonjour à toutes et à tous. Nous revenons avec l'audio à la demande A comme Babel, consacré à la traduction et aux grandes figures de la traduction contemporaine, traduction en français. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Max de Carvalho, qui a été non seulement lauréat du Grand Prix d'Oley de Sorbonne Université, le dernier en date cette année, et qui vient de recevoir un autre prix de traduction. D'ailleurs, ces deux prix ne sont pas les seuls prix qu'il a reçus, il en a reçu beaucoup d'autres. Le prix Nelly Sachs, avec, je crois, une mention ou partagé avec une autre œuvre. Peut-être nous en dira-t-il un mot tout à l'heure. Max de Carvalho est né à Rio de Janeiro, de mère brésilienne et de père polonais, ses deux parents étant des artistes lyriques. Ils se sont installés en Europe quand il était enfant, au Luxembourg d'abord, puis en France, à Chatou, je crois. Exactement. Et très vite, Max de Carvalho est entré en poésie, pourrait-on dire, et sans doute aussi en traduction, il nous en dira quelque chose tout à l'heure, avec notamment la fondation de la revue La 13e, pardonnez-moi, ma fourche à languer. La 13e revient, c'est encore la première, c'est une référence nervalienne, je crois. Oui. Il est poète, il a publié de nombreux recueils de poèmes, notamment Adresse de la multiplication des noms, chez Obsidiane, en 1997, et il est aussi, peut-être surtout, je ne sais pas, peut-être est-il surtout poète, ou peut-être est-il surtout traducteur, ou peut-être n'est-il surtout rien des deux de plus que l'autre, traducteur de poésie de langue portugaise, donc de poésie portugaise et de poésie du Brésil. Poésie du Portugal et poésie du Brésil. Il a notamment donné beaucoup de traductions d'auteurs et d'autrices en volume individuel. Il en parlera tout à l'heure. Je ne vais pas égrener les noms maintenant. Je pense qu'il le fera avec un meilleur accent que moi. Et il a été le maître d'œuvre de deux anthologies, je dirais des anthologies mondes, que sont la poésie du Portugal et la poésie du Brésil. Je pense que tous ces ouvrages, sauf exception, sont publiés chez Chandaigne, bien sûr, l'éditeur spécialisé dans la poésie lusophone. Voilà, donc c'est un grand bonheur et un grand plaisir et un grand honneur pour nous de recevoir Max de Carvalho, de passage par Paris, et de lui demander, de lui poser quelques questions, d'essayer d'entrer avec lui dans, peut-être pas les coulisses, mais peut-être certains secrets du traducteur, de ce traducteur lauréat de notre prix Étienne d'Oley de traduction. Alors ma première question sera biographique. Cher Max, vous êtes né dans la musique, mais aussi dans le multilinguisme. Comment voyez-vous la place de la traduction poétique au miroir de ce biographème ? Et est-ce que vous pouvez nous en faire, sinon une explication, voire une psychanalyse, en tout cas, peut-être un petit récit. Peut-être un petit récit. Je dois dire qu'au sens propre et strict, le portugais est ma langue maternelle. Vous venez de dire quelques mots de ma biographie. Et je dois de le parler, de le maîtriser, de le lire et de l'écrire de temps à autre à cet héritage maternel direct. Car j'ai quitté le Brésil à l'âge de 3 ans pour un pays qui était essentiellement germanophone en 1964, année de mon arrivée en Europe dans le sillage de mes parents. Et j'ai tout d'abord, bien sûr, parlé le portugais, ensuite appris un peu l'allemand et même le dialecte luxembourgeois pour jouer avec les enfants de mon âge. Ce qui fait que le français entre dans la danse au moment où je vais être scolarisé à l'école européenne, où je n'aurais pas dû être légalement scolarisé étant brésilien. Mais ma mère, par un grand attachement qu'elle n'était pas seule en tant que brésilienne à ressentir pour la culture et la langue française, ne
ne voulait absolument pas que je puisse être inscrit ailleurs, et j'ai donc eu la possibilité d'arriver au jour de gloire de mon premier jour de classe et d'apprendre directement les premiers sons d'une langue que je ne parlais pas à l'âge de 6 ans. Le français, qui est aujourd'hui ma langue de référence, la langue dans laquelle je rêve, par exemple, et qui en fait une langue pour moi de référence absolue, eh bien, cette langue dans laquelle j'écris et pour laquelle et dans laquelle je traduis des auteurs portugais et brésiliens, eh bien, je ne la parlais pas à l'âge de 6 ans. Donc, c'est de ma langue maternelle directement que je traduis mes rêveries poétiques en français. C'est très intéressant et très original, c'est singulier. Et c'est très intéressant parce que le plus souvent, les traducteurs font advenir les textes d'une langue étrangère, qui leur était au départ étrangère, le plus souvent, bien sûr, c'est une généralité, dans leur langue maternelle, qui est leur langue de référence parce que c'est leur langue maternelle. Et je me suis souvent demandé si dans cette façon de faire advenir dans sa langue maternelle, il n'y avait pas une forme d'appropriation. Et précisément, peut-être que votre position, au départ, bien sûr, c'est une langue très familière, le français, c'est, comme vous l'avez dit, une langue de référence, votre langue de référence, mais peut-être que ce pas de côté apporte quelque chose de particulier à l'écriture et à l'écriture de vos traductions. Est-ce que... Sans doute, quelques personnes me l'ont déjà fait remarquer. Je n'en ai pas une conscience très précise, mais je suppose que dès lors que, comme vous le dites vous-même, il y a cette possibilité, cette tentation du pas de côté, elle doit prendre des formes plus ou moins perceptibles dans mes travaux de traduction. Une chose que je voudrais dire aussi, c'est que de même que sa langue, le Brésil, pour moi, en tant que pays, est un pays mémoriel et qui touche plus essentiellement la mémoire archaïque, puisque c'est celle des lallations et des premiers pas sublunaires. Donc, il est important pour moi de me dire que, contrairement à un Brésilien qui aurait des liens encore aujourd'hui très réguliers et qui n'aurait jamais rompu, pour lequel il n'y aurait pas eu solution de continuité entre sa naissance et le jour d'aujourd'hui dans la relation au Brésil, sa position, me semble-t-il, est différente de celle que je peux avoir. Au fond, c'est un pays secret, un pays imaginaire que je hante, sans pouvoir tout à fait l'habiter, mais enfin que je hante, à travers notamment les découvertes que j'ai pu faire de la poésie brésilienne. Et l'exploration n'est pas du même ordre, quoique les langues soient communes, et tout en, bien sûr, en considérant les différences de normes. Mais la relation ne peut pas être la même avec le Portugal, vous l'aurez bien compris. Par conséquent, quand j'ai commencé à traduire, je l'ai fait à partir de la tradition brésilienne, et ce qui m'a amené au fil des années, et de fil en aiguille, à tisser ce que j'ai intitulé tout simplement la poésie du Brésil, qui est cette anthologie des origines au XXe siècle. Anthologie qui d'ailleurs intègre d'autres langues du Brésil. Oui, vous savez que pour les anthologies, l'une des problématiques est de savoir par quoi ou par qui on commence et ensuite par qui ou par quoi on finit. Donc pour ce qui est de finir, je me suis tenu à des éléments de chronologie, mais pour ce qui est de commencer, j'ai été confronté assez rapidement aux questions de la naissance de cette littérature. Alors je pouvais écarter évidemment les premiers siècles,
certains le font, en considérant que la poésie ou la littérature luso-brésilienne, tant que le Brésil est une colonie du Portugal, la métropole, n'existe pas en tant que telle intellectuellement, et que ces poètes ne peuvent être considérés autrement qu'au travers du filtre portugais. Or, moi, je ne pensais pas cela pas du tout. Il n'était pas question pour moi d'écarter ces premiers siècles de culture et de langue luso-brésilienne. Mais pour renverser tout à fait l'échiquier, je me suis dit, soyons roublards, allons voir ce qui était avant. Puisque, évidemment, les Amériques ne commencent pas avec leur découverte. Et il y avait quelques vestiges, quelques traces notées par les premiers missionnaires des missions jésuites, et plus tardivement, puisque ces traditions orales ont l'avantage de se transmettre, plus tardivement, au XIXe siècle, les ethnologues ont pris le relais et ont noté des chants rituels, des chants de chamans, Montaigne d'ailleurs en parle déjà. Donc j'ai pris quelques éléments et je me suis dit, on va commencer par le temps levé, par quelque chose qui précède les problématiques que nous pouvons avoir et que, à juste titre, les Brésiliens, au moment de leur émancipation, ne vont cesser d'avoir à l'égard du Portugal. D'où leur intérêt, notamment pour la culture française, qui devient une culture subversive par rapport à leur condition de coloniser. Et alors cette anthologie... Donc, qui s'appelle en effet La poésie du Brésil, est une anthologie, c'est vraiment, je dirais, c'est un portrait du poète en traducteur et en anthologiste. C'est pas du tout une anthologie Lagarde et Michard. C'est une exploration personnelle, même si c'est une œuvre collective, mais enfin c'est vous qui l'avez vraiment dirigée, qui avez traduit le plus de poèmes. C'est vraiment une œuvre... colossale, mais pas seulement colossale, elle est massive par par le résultat, plus de 1500 pages, une édition donc multilingue, surtout bilingue, bien sûr, français, portugais, et en même temps c'est une exploration sensible de la poésie du Brésil, avec des notices biographiques qui, surtout quand c'est vous qui les écrivez, sont toujours extrêmement à la fois exactes et précises, mais aussi très personnelles, très précises, et des choix, une véritable composition. C'est un recueil de poèmes et pas une juxtaposition d'époques. Les titres même, les rubriques répondent à des noms poétiques, les immémoriaux justement dont vous veniez de parler. Il y a arcadisme. Parfois, bien sûr, on est plus dans des descriptions de type plus habituel, de l'esthétique de l'histoire littéraire, parnassiens et symbolistes. Là, on se retrouve presque à la maison du point de vue d'un Français. Mais c'est vraiment une anthologie œuvre, une œuvre anthologique. D'ailleurs, l'anthologie, c'est évidemment, ça nous vient de la Grèce ancienne. C'était déjà une guirlande. C'était déjà quelque chose de très composé. Et parmi les exemples de composition, pour répondre à ce que vous venez de dire, pour y faire écho, le dernier poème est aussi un premier poème. Il y a une sorte de Ringskomposition, composition annulaire, circulaire. Le dernier poème est un poème D'ailleurs, ça se termine sur le mot premier. C'est assez magnifique. Je vois que vous êtes un lecteur très attentif et que, par conséquent, je n'ai pas eu tort de faire très attention à la manière dont je construisais mon petit temple brésilien. Voilà, un temple qui commençait, d'ailleurs, vous le rappelez dans votre introduction, qui commençait, et vous en parliez tout à l'heure, qui commençait par une interdiction d'imprimer. Puisque, si j'ai bien compris, l'imprimerie, le droit d'imprimer a commencé qu'en 1808, au moment où le roi, fuyant l'invasion du Portugal par les troupes napoléoniennes, trouve refuge au Brésil et fonde l'Empire. Le Brésil a été un empire de cette date jusqu'à 1889, avec la fuite
du second et dernier empereur du Brésil, Dom Pedro, qui mourra à Paris, exilé. Voilà. Donc c'est une œuvre monde, vraiment une. D'ailleurs, il y a une carte sur la couverture. Oui. C'est vraiment une exploration. Et je comprends mieux maintenant, d'après ce que vous venez de nous dire, que cette exploration est aussi pour vous une remémoration et en même temps qu'une découverte. Oui, bien sûr. Rien n'était acquis au début. J'avais une culture de poésie brésilienne qui était honorable, mais rien de systématique comme ça allait devenir le cas au cours de ces années de pèlerinage, d'exploration, de découverte. Je ne me suis pas épargné les lectures assez extensives, même en diagonale. Donc vous imaginez que pour le nombre de poètes représentés, il a fallu en lire l'œuvre du mieux que je le pouvais et aussi lire celle des poètes qui n'ont pu être retenus puisque ce n'est pas extensible. J'ai dû écarter à la fin 80, je crois que c'est 80 poètes qui étaient traduits. Donc voilà. Mais vous aviez traduit Oui, les choses sont traduites. Je ne sais plus maintenant. Les années passent. Ça fait presque 10 ans que nous le disions avant l'émission. Ça passe très vite. Et bien sûr, je n'aime pas, par définition, je n'aime pas écarter des poètes qui auraient sans doute eu leur place, mais dès lors que ce n'était pas techniquement possible, il fallait tout de même pour moi, et c'était le souci principal, il fallait que le livre se tienne en tant que livre, en tant que tel, qu'il ne soit pas le résultat un peu broussailleux, je m'en explique, je ne sais plus si c'est dans cette anthologie ou la seconde, de juxtaposition plus ou moins chronologique ou plus ou moins arbitraire. Le souci de construction me vient de ce que j'ai été revuiste, vous l'avez signalé au début de l'émission. Je concevais, et c'était une échelle bien moindre évidemment, mais le souci était déjà présent, je concevais chaque livraison de la 13e comme un tout organique. Or, ce tout organique était tout de même composé d'éléments qui n'avaient au départ rien à voir les uns avec les autres. Il était composite. Mais ma quête personnelle, peut-être, on peut comparer ça, peut-être un travail de chef d'orchestre, c'était vraiment d'agencer les manières, d'agencer les éléments, de telle manière qu'une résonance soit sensible. Et lorsque vous me dites ce que vous me dites, je suis évidemment récompensé de cet effort-là, de cette tension de l'esprit vers le désir du livre, le désir d'un corps. Livre magnifique aussi dans sa facture, avec ses culs de lampe, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça, qui sont comme une espèce de fil conducteur dans cette exploration, disons, d'un foisonnement qui garde en même temps beaucoup de finesse. Et d'ailleurs, je me demandais comment vous aviez composé les choix à l'intérieur des œuvres d'un poète donné. Parce que souvent, les 2 ou 3 poèmes, parfois plus ou moins longs, se répondent aussi. Oui. Et non seulement ils se répondent, mais parfois, j'ai eu le bonheur, à force de persévérance et surtout d'attention, qui est une grande vertu en matière de poésie, eh bien, j'ai eu la joie de faire justement entrer en résonance les poètes entre eux et d'imaginer des sortes de petites constellations en dehors même de telle ou telle appartenance esthétique, de tel groupe qui souvent dépendait d'éléments qui avec le temps apparaissent de moindre importance, et essayer justement de relier par des fils ténus, d'abord à l'intérieur de l'œuvre du même poète, faire concevoir un mini florilège, et que ce mini florilège eh bien, on puisse saisir que ce n'est pas pour rien qu'il arrive à ce moment-là du sommaire et qu'il entre en relation avec ce qui l'a précédé ou ce qui succède à sa petite mélodie. Voilà, c'est vraiment ce souci-là qui m'a animé. C'est tout à fait sensible. Finalement, vous avez transformé la guirlande anthologique en un entrelac, et c'est un tressage. C'est absolument sensible, avec en effet des archipels aussi, oui.
des thématiques, des images qui reviennent à travers les siècles, en réalité aussi. Qui reviennent, c'est ça. Échos, les échos. Les échos se répercutent. Alors, il y a les échos qui sont répercutés parce qu'il y a des leitmotivs, il y a une thématique, il y a des airs lancinants qui constituent sans doute des éléments irréductibles de ce qu'on peut appeler l'âme brésilienne ou l'âme portugaise, qui sont distinctes, mais qui évidemment ont des liens. Et de siècle en siècle, ces petites mélodies constituent en elles-mêmes des voix et se répondent. Vous avez raison. Absolument, c'est sensible. Alors bien sûr, le lecteur français est tenté de projeter évidemment des caractérisations, même si c'est mal, mais des caractérisations nationales, enfin, ou subcontinentales, de voir des choses qui vont et viennent, et sans savoir s'il faut les attribuer à l'anthologiste ou peut-être un peu des deux, mais il y a une réalité. Voilà. Je ne l'ai pas tout à fait inventé. Mon Brésil est imaginaire, mais l'anthologie a un fond de réalité. Alors, vous avez parlé de chef d'orchestre. On évoquait tout à l'heure vos parents musiciens. Et j'essayais comme ça, très discrètement, mais de manière très inefficace, de vous conduire vers l'idée de la musique, précisément. De cet héritage musical, bien sûr, mais aussi de la place de la musique d'une part dans l'orchestration d'une anthologie, mais nous parlons surtout de traduction. D'ailleurs, le rapport entre l'anthologiste et le traducteur m'intéresserait aussi d'explorer avec vous. Et cette question de la musique, bien entendu, qui est tellement centrale que j'imagine nous pourrions y consacrer encore quelques émissions. Oui. Mais peut-être... Oui, sans doute les questions sont-elles riche et je crains de ne pouvoir répondre qu'à quelques aspects mais de ce que vous me suggérez. C'est un truisme, mais la musique est un langage sans mots, bien sûr, et par conséquent particulièrement suggestif. Il se trouve que nous parlons de traduction et que je suis un traducteur de poésie exclusivement. Il m'est arrivé avec mon épouse Magali de traduire des sermons baroques une fois, et à 2 ou 3 reprises, j'ai traduit des nouvelles, des proses pour des revues. Mais je suis absolument exclusif dans mes choix, parce que cette forme, parce que je ne suis pas un bon traducteur de prose. Je ne sais pas si je suis un bon traducteur de poésie, mais c'est la seule chose qui m'intéresse. Je compare souvent la traduction comme une mort et une résurrection. Il y a la mort du texte initial qui nécessairement sera perdu parce que ce corps est composite, c'est-à-dire il y a le sens, le son, la forme, et que ces éléments-là vont se dissoudre par la transmigration de l'essence du poème dans une langue d'arrivée et qui intéresse évidemment un lecteur qui ne saurait rien de la langue originale. C'est pour lui que je traduis. Évidemment, un lecteur lusophone n'a pas besoin de mes bons offices. Donc, mon souci est qu'à la fin de cette opération alchimique ou mortelle, il y ait résurrection et il y ait surtout un poème français, finalement. C'est ça. Que ces éléments-là, après leur dissolution, se reconstituent et se recomposent pour vivre d'une vie nouvelle dans la langue d'arrivée. Et l'élément sur lequel je m'appuie dans les cas de grandes difficultés, vous le savez aussi bien que moi, que nous rencontrons dans le travail de traducteur, quand il y a des choses totalement irréductibles, j'essaie, et là on entre presque dans un domaine métaphysique impalpable, j'essaie de me dire que le poème original lui-même est issu d'une langue mystérieuse qui est le silence ou qui est l'expérience poétique du poète, et que quelque chose de cela subsiste nécessairement de manière diffuse dans sa cristallisation. Et je m'appuie donc sur l'intangible, sur ce point d'équilibre originellement perdu, mais qui perdure. C'est comme s'il y avait encore une certaine radioactivité qui perdurerait. Et c'est sur ces éléments difficilement descriptibles, où la musique a toute sa part aussi, que je m'appuie pour arriver à un résultat dont on peut penser ce qu'on veut évidemment après. Je ne préjuge pas de la qualité, mais voilà, l'intention est celle-là.
Oui, c'est très intéressant. Donc un élément irréductible, peut-être sonore, peut-être... Il est vraiment d'un ordre que je ne saurais décrire précisément. En effet, c'est comme un corps fluidique. Vous savez, on peut être dans les dématérialisations, on peut s'amuser à toutes sortes de choses. Il y a cette liberté d'expression qui est très importante. Et je n'oublie pas non plus, je fais un coq à l'âne, mais pas tout à fait, à nos débuts avec Magali, et c'est elle qui a été l'initiatrice pour les traductions du portugais, des poètes portugais, puisqu'elle s'intéressait plus à la poésie portugaise quand je l'ai connue. Nous avons eu l'expérience commune de traduire Herberto Helder et d'échanger une longue et riche correspondance avec lui. Et je me souviens de son insistance, notamment auprès de Magali, qu'il avait choisi pour être sa traductrice, c'était vraiment un choix délibéré, de son insistance sur la liberté, pas une liberté arbitraire du tout du traducteur, mais sur sa liberté d'expérience et d'expérimentation. Et il lui écrivait que certains des poèmes de jeunesse qu'elle avait traduits de lui, et qui n'avaient plus aucun intérêt à ses yeux, étaient renés. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il faut être très prudent, évidemment. On ne peut pas faire, surtout, on ne peut pas faire n'importe quoi, mais rester au milieu du gué par quelques présomptions de fausse fidélité à la lettre, ça peut être très dangereux et néfaste parce qu'à la fin, on aura un corps mort dans la langue d'arrivée. Et on aura traduit pour des sourds. Et là, la musique doit être présente. Mais c'est beaucoup plus que la musique. Et c'est beaucoup plus que la musique. Dont vous parlez, c'est un aspect, un élément irréductible, d'une part, dans le poème, une capacité du traducteur à capter ou à approcher, à faire écho à cet élément irréductible et difficile à décrire, mais je comprends bien ce que vous suggérez. Vous le comprenez d'expérience, je suppose. Probablement d'expérience, oui. Et aussi pour avoir entendu, même parler des poètes, par exemple, un jeune poète, Victor Malzac, qui était venu à mon atelier d'écriture poétique et qui avait raconté aux étudiants comment il s'était arrimé à une impression étrange d'adolescent qui était « Pourquoi je fréquente ces gens antipathiques et pourquoi est-ce que je passe des journées avec eux dans le parc, pourquoi j'ai passé des journées avec eux à boire de la bière à l'âge de 15 ans dans un parc, etc. » Et il dit « J'avais une impression étrange et j'ai écrit tout mon recueil à partir de cette impression étrange. » Et c'était devenu un leitmotiv dans cet atelier d'écriture, pardon pour la digression, de dire, je leur disais toujours, mais pensez à ce que dit ce jeune poète, cherchez cet élément irréductible. C'est-à-dire un élément qui va susciter sans cesse la rage de l'expression, pour parler comme Francis Ponge. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça ce que vous décrivez à propos de la traduction, et ça me semble absolument très subtil et très juste. Mais m'amène à vous poser une question sur justement cette liberté, en écho de cette irréductibilité, de cet élément irréductible. Vous parlez de liberté, et probablement que les deux vont ensemble. Mais j'aimerais savoir si vous avez, en dehors de cette liberté non arbitraire, des principes de traduction, des choses de cet ordre, ou des choses qui, avec le temps, se sont installées dans votre pratique et que vous reconnaissez comme telles, même si vous êtes encore prêt à peut-être à les déconstruire, à les réinventer. Il y a sans doute des usages et des plis. Les énumérer, je ne suis pas sûr que j'en serais capable là au débeauté. Je sais aussi que d'un poète l'autre, mes réflexes ne sont pas les mêmes. Et il est évident que nous parlons d'anthologie, que les siècles défilent et que de siècle en siècle, et à l'intérieur des mêmes siècles, les décennies, et à l'intérieur de ces décennies, des mouvements variés, on a un panorama polychrome, avec un nuancier infini. Et il faut passer de l'un à l'autre. Alors je me souviens que je traduisais par période
tel poète ou tel mouvement ou tel courant de sensibilité. Et puis je cassais le rythme et je passais à quelque chose qui faisait violemment contraste. Et j'étais moi-même, par ce fait, déboussolé. Et il y avait une sorte d'innocence naturelle qui reprenait en moi face à quelque chose à laquelle je n'étais plus habitué, puisque je m'en étais déshabitué par l'attention portée à une forme tout à fait différente. Donc, j'ai conscience que c'est un peu abstrait ce que je vous dis peut-être, mais c'est une pratique, c'est comme les effets de transe. Vous répétez indéfiniment le même son et tout à coup vous l'interrompez, ou tout à coup vous brisez d'une autre façon ce qui avait provoqué une sorte de léthargie ou de fascination. Et là se produit la transe. Toute proportion gardée, très modestement. Je ne m'accrochais pas au plafond en traduisant. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un moment où la rupture d'une certaine habitude et de certains plis permet d'être dans ce que Rilke ou Celan appelait l'ouvert. Voilà, c'est cette quête de l'ouvert qui rejoint d'ailleurs l'antériorité du silence à tout poème, et où je cherche à puiser un peu désespérément lorsque je me trouve face à des problèmes insolubles, c'est-à-dire où l'on perd un élément ou l'autre du poème, mais on ne peut pas traduire le vers sans sacrifier une part consistante de ce qu'il constitue. Donc il va falloir compenser. Techniquement, très pratiquement, si je me suis heurté à cette difficulté au premier vers et que l'insatisfaction demeure, si je peux, je saisis une occasion, 3 vers plus loin, de rétablir un équilibre. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus, il faudrait juger sur pièce, mais là, je n'ai pas les... Et justement, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple, peut-être, d'une traduction, d'un moment de traduction d'un poème qui j'imagine que vous en avez beaucoup qui vous sont restés en mémoire. J'ai la mémoire diffuse de ces traductions, mais j'ai une très mauvaise mémoire quand il s'agit de me souvenir précisément d'un moment ou d'un travail lié, et très sincèrement, j'avoue que je ne peux pas... qui plus est, cette anthologie brésilienne, qui est là sur la table, est déjà ancienne, et les souvenirs se sont estompés. Le Portugal s'est intercalé. Je pourrais vous répondre sur un exemple portugais, évidemment, mais il a déjà quasiment 2 ans. Et entre-temps, il s'est passé d'autres choses. C'est très difficile de vous répondre honnêtement. Comme ça, peut-être à tête reposée, en recherchant, bien sûr, je trouverai. Mais... Vous n'avez pas un souvenir comme ça qui vous reviendrait d'un moment de grâce ? J'imagine qu'il y en a eu plusieurs. Il y en a eu beaucoup. Ou d'un type de moment de grâce qui vous tient particulièrement à cœur comme traducteur. J'ai été tout de même confronté à une telle masse de choses. C'était une telle déferlante, et en continu pendant 5 ans, que cet aspect-là, sans doute, s'est effacé, ou en tout cas a été noyé par le... Comme je vous le disais, il y a ce que j'ai écarté, et puis il y a toutes les lectures en diagonale faites... Donc, je suis au regret de vous décevoir sur ce point. J'aurais insisté, en tout cas. Oui, c'est vrai. Assez lourdement, pardon. Non, mais c'est votre rôle, et je suis désolé de ne pas satisfaire à la demande. Je vous en prie. Comme je viens de la traduction aussi, vous l'avez gentiment rappelé, notamment de la traduction du hongrois, donc d'une langue qui n'est pas indo-européenne, qui est finno-ougrienne, loin du français, je me demande, je suis très curieux de savoir... Comment on sait de traduire d'une langue finalement assez proche, sœur, on pourrait dire, je ne sais pas, ou cousine, je ne sais pas quel est le lien de parenté entre le portugais et le français. Est-ce que ça joue un rôle, cette proximité
de langue romane dans votre façon de traduire Ça facilite, bien sûr, par rapport au hongrois que vous citez ou à une langue. Et il y a directement quelque chose de perceptible et de familier. Mais là aussi, il faut se méfier des fausses amitiés. Et pas seulement des faux amis, bien sûr, mais des fausses amitiés. À savoir, il ne faut pas se laisser trop enjôler par la facilité de rapprochement trop immédiat. Et parfois, il faut non pas contourner la difficulté, mais la facilité, pour que précisément elle ne paraisse pas telle, lorsqu'elle ne l'est pas dans l'original, qu'elle ne paraisse pas telle dans la partie traduite. Voilà, donc essentiellement, c'est ces avantages-là. Bon, il y a une communauté de culture aussi, et dans les deux cas, du Portugal comme du Brésil, plus largement, il y a une adhésion et un amour et une francophilie traditionnelle qui maintenant sont un peu décaties par l'anglomanie globale. Mais je n'ai pas oublié à quel point, vous parliez tout à l'heure de la familiarité de Parnassien symboliste pour le découpage chronologique. Je n'oublie pas que à partir du moment où le Brésil s'est détaché du Portugal, il s'est rapproché culturellement de la France, et que, en effet, les courants esthétiques sont issus directement de Paris. Et cette proximité vous a-t-elle conduit à, alors dans votre conception de la traduction, à vous placer d'un point de vue, disons, bermanien, ou pas, justement, parce que cette proximité peut-être est de nature à moins amener à bousculer la langue d'arrivée. Ou bien est-ce que vous avez essayé de garder, comme le suggère Berman, à propos par exemple de Klossowski ou de Guy, enfin, surtout Klossowski, quelque chose de la langue d'origine, de son étrangeté dans le français, de manière quasiment militante parfois, hein, on a vu ça. Ou bien est-ce que vous avez une autre façon de voir les choses ? Ce n'est pas tant la vision que la pratique qui a prévalu, et ma pratique est en effet assez éloignée de ce que vous décrivez. Et je n'ai pas beaucoup de scrupules, peut-être peut-on m'en tenir rigueur, mais je n'ai pas beaucoup de scrupules à bousculer ce qui me paraît hiératique dès lors qu'on le restitue en français, ou dans la langue d'arrivée, qui est bon, dans mon cas, le français. Vous évoquiez tout à l'heure aussi, au début de l'émission, le fait que j'étais poète moi-même, et je me vois mal m'interdire de pressentir, de voir, d'entendre des choses qui devraient être rendues, à mon sens, immédiat, de telle manière en français, de me l'interdire en suivant une vision qui, pour moi, serait figée et qui ne serait pas la bonne. Donc, l'idée de la liberté qu'avançait Helder, et dont je l'entendais comme ça. Je l'entendais non pas évidemment comme une falsification, parce que c'est le risque. Vous falsifiez, vous faites un poème de contrebande qui n'a plus grand-chose à voir avec l'original. Et donc là, on est dans cette idée de la trahison. Je n'ai jamais voulu trahir, au contraire. Et il me semblait que la trahison, dans mon cas et dans ma manière de procéder, c'eût été de justement suivre cette volonté de reproduire en français quelque chose qui serait de l'ordre d'une bizarrerie linguistique. Voilà, me suis-je trompé, ai-je raison? Ça, je n'en ai pas la moindre idée. J'ai procédé comme ça. Je peux vous dire comment j'ai pratiqué cette expérience-là. C'est-à-dire que l'expérience poétique, comme vous l'avez très bien compris, je ne la dissocie pas de mon travail de traducteur.
Bien sûr, il y a des poètes que j'aime profondément et avec lesquels je vis. D'autres me sont plus ou moins éloignés et je les ai traduits aussi. Et donc l'approche est nécessairement différente puisque je n'ai pas le capital amour au départ. Mais c'est un autre exercice. Peut-être que dans ce second cas, ayant moins d'intuition, je serais plus tenté par ce que je nomme à tort ou à raison un certain hiératisme formel, pas de décalque, bien il ne s'agit pas de ça, mais de respect du dessin, du contour et également de la physionomie de la phrase à l'origine. Parce qu'il y a cette physionomie dont Stendhal disait qu'elle était impossible à rendre d'une langue à l'autre. Mais elle existe pourtant. Il faut en faire quelque chose. Ce qui est terrible, c'est qu'il faille faire quelque chose de tous les éléments qui constituent ce corps composite. On s'en sort comme on peut. Et c'est une résurrection, c'est pas une greffe. Non. Et on comprend bien que l'image du phénix, d'ailleurs, qui est l'image de la traduction, l'image du diplôme, entre guillemets, du prix Étienne Dolet, n'est pas là pour rien, même si dans la métaphorique que vous avez déployée, il y avait aussi l'idée d'une métampsychose, qui va avec, bien sûr, la résurrection, mais ce n'est pas tout à fait la même idée. En effet, faire renaître dans une autre langue, ça nécessite... C'est très intéressant, cette image du phénix, parce que ce serait la résurrection du même. Or, le même, dans le cas du poème original et traduit, le même, c'est son antériorité. C'est ce que j'essayais de vous décrire pauvrement et qui est si important pour moi et qui retient tant mon attention. Son antériorité qui n'est pas le silence, mais cet élément irréductible. Oui, l'ouvert, l'expérience de l'ouvert. Très bien. Avant peut-être de conclure, malgré le fait que cette phrase pourrait être la dernière phrase de cet entretien, et ce serait une magnifique dernière phrase, j'aimerais vous poser une toute dernière question sur les autres traducteurs et si vous avez, bien sûr, on a parlé de Gérard de Nerval tout à l'heure, des figures, de grandes figures de traducteurs ou de traductrices qui vous ont inspiré ou bien qui vous accompagnent dans votre pratique poétique de la traduction. C'est amusant, oui. Je m'aperçois en écoutant une question à laquelle je vais devoir répondre, je m'aperçois que je dissocie toujours très nettement. Or, Nerval est traducteur, évidemment, et introducteur même de l'âme romantique allemande en France. Mais j'ai toujours dissocié le poète du traducteur. Et donc, j'ai de grandes figures tutélaires poétiques, parmi lesquels Nerval reste le soleil noir absolu. Mais je ne me suis jamais inquiété, et je m'en aperçois maintenant avec effroi, de faire le rapprochement avec leur œuvre de traducteur. Et j'en suis confus, je vous le dis. Alors voilà un autre mot de la fin qui en même temps est aussi ouvert sur peut-être de nouvelles façons de concevoir et l'œuvre de Nerval et l'œuvre des poètes traducteurs qui, comme vous, se sont adonnés ensemble dans une forme de communion esthétique à ces deux activités que nous aimons tant. Je vous remercie vraiment beaucoup de votre attention à ce travail. C'est moi qui vous remercie. Merci Max de Carvalho.